Alors, on a commencé à parler des investisseurs. Ça tombe bien, puisqu'ils sont représentés par Béatrice Gage. Béatrice, vous êtes là? Bonjour à toutes et à toutes. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, même si c'est de manière virtuelle. Donc, après cet exposé riche de Magali, mon propos sera celui d'approcher le secteur des bureaux via la posture donc de l'investisseur institutionnel, comme vous l'avez dit, Alain. Donc, c'est la raison pour laquelle on va peut-être passer à la slide suivante, si tu le veux bien, Jean-Michel. Parfait. Je présenterai le paradigme de l'investisseur institutionnel, ses logiques d'investissement et de diversification de portefeuille notamment. Bon, bien entendu, je vais évoquer les ruptures qu'ont créé la crise de la Covid, qui est unique dans son genre et assimilée à un risque extrême tel qu'il est bien connu sur les marchés financiers. Mais mon objectif est peut-être et surtout de vous montrer finalement comment l'identification de certains moteurs de croissance dont l'innovation, en laquelle je crois beaucoup, puisque ça fait 20 ans que je travaille dessus, et l'économie bas carbone ont nourri nos stratégies d'investissement au sein de Swiss Life Asset Managers depuis ces dernières années, notamment dans le secteur des bureaux, avec le seul objectif pour l'investisseur institutionnel de sécuriser les performances à long terme, notamment dans le cas de chocs exogènes. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'illustrer ça par des acquisitions pour absorber les chocs d'une manière générale, puisqu'on sait que le monde n'est pas linéaire et que quand on fait un investissement, on sait très bien qu'on va avoir des chocs économiques, financiers et comme celui de la crise sanitaire particulier. On va peut-être passer à la slide suivante, Jean-Michel, si tu le veux bien. Merci beaucoup. Alors, une petite slide intéressante pour d'abord dire que tous les travaux quantitatifs académiques, notamment, montrent que les performances sur très longue période pour les investisseurs institutionnels, comme Swiss Life, viennent de l'allocation stratégique d'actifs à 75-80%. Donc, il ne faut pas se tromper en général quand on fait un investissement, notamment sur longue période. Et notamment quand on adosse aussi un portefeuille d'actifs aux contraintes du passif de l'investisseur institutionnel. Le reste, on le sait, c'est de l'allocation tactique ou ce qu'on appelle du market timing comme sur les marchés financiers. Et toute la recherche quantitative en finance montre que l'intégration des actifs réels, dont on voit ici l'immobilier, les hedge funds ou le capital investissement, dans les portefeuilles des institutionnels, permet de générer des performances asymétriques pour éviter les risques de baisse. Et c'est la raison pour laquelle, en général, les gens aiment bien ce type d'actifs et l'immobilier en particulier. Et c'est la raison pour laquelle, à la différence d'une allocation de portefeuille défensif composée de 75% d'obligations et 25% d'actions, comme l'illustre le graphique ici, l'investisseur institutionnel, donc comme Swiss Life, s'octroie un degré de liberté, en général à hauteur de 20% dans son portefeuille, pour introduire des actifs réels, donc qui permet d'éviter les risques de baisse. Et comme je le montre sur ce graphique, bon, après un exercice de diversification quantitative standard, l'introduction des actifs réels, donc dont l'immobilier, vient modifier l'allocation défensive de départ. Donc c'est ce que j'illustre ici. Donc sur les trois classes d'actifs, l'allocation stratégique montre que la part de l'immobilier ressort à 28%, sachant que je n'ai pas contraint le modèle initial à 20%. Donc comme je l'indique à droite, on comprend finalement que c'est le jeu des volatilités et des corrélations entre finalement toutes les classes d'actifs sur le long terme, que l'allocation de base est modifiée avec une baisse de l'allocation en actions et en obligations au profit de l'immobilier. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, l'immobilier représente de 5 à 10% des portefeuilles d'institutionnels, alors qu'il culmine pour les fonds de pension américains, suisses et néerlandais à hauteur de 20%. Donc chez Swiss Life, on est à 20% finalement au maximum. Et en général, ce qu'on sait aussi pour les portefeuilles des institutionnels français, c'est qu'on a une très forte allocation de 60 à 70% en bureau, en général un tiers sur Paris, un tiers en Île-de-France et un tiers en région. Donc c'est pourquoi j'insiste là-dessus, parce qu'en général, c'est vrai que tous les investisseurs institutionnels ont une forte allocation en bureau, et on le sait aujourd'hui, c'est le bureau qui a posé le plus de questions existentielles comparativement aux autres classes d'actifs pour la première fois peut-être dans l'histoire des cycles immobiliers. Alors, on passe, merci à cette slide, pour illustrer finalement qui nous sommes, et aussi par rapport à la slide précédente. Swiss Life Asset Managers, c'est plus de 240 milliards d'actifs sous gestion, donc plus de 90 milliards d'euros en
immobilier. Slam France, c'est 50 milliards d'actifs sous gestion avec 18 milliards pour les actifs immobiliers. D'un point de vue sectoriel, comme vous pouvez le voir ici sur notre patrimoine français, on a une forte exposition sur les bureaux à hauteur de 55%, mais vous le voyez aussi, on a une forte exposition en résidentiel à hauteur de 18%. Et d'un point de vue géographique, notre portefeuille est concentré à quasi 70% en France, avec 30% de diversification pan-européenne. J'attire aussi votre attention sur le fait que nous avons une forte exposition parisienne, mais j'y reviendrai, à hauteur de 50%. Enfin, en haut à droite, j'ai illustré finalement la répartition du portefeuille global Swiss Life Asset Manager, investisseur institutionnel dans sa globalité, pour vous montrer cette fois-ci le bon équilibre entre secteur résidentiel et secteur des bureaux, ce qui nous différencie peut-être des investisseurs institutionnels français. On va passer à la slide suivante. Parfait, merci. Donc ces deux graphiques ne sont qu'une illustration pour comprendre l'allocation stratégique dans la construction de portefeuille et pour illustrer finalement la complémentarité des secteurs bureaux et résidentiels dans le cadre d'une allocation d'actifs, qu'elle soit stratégique ou tactique, plutôt que de montrer des matrices de variance-covariance. À gauche, finalement, le graphique en termes de rendement-volatilité, on peut distinguer deux sous-ensembles. Donc à gauche de ce graphique-là, des actifs moins volatiles que sont les secteurs à variable démographique type santé résidentielle, et à droite des secteurs à plus forte volatilité. Alors les diagrammes de phase, donc les flèches que j'ai identifiées ici, montrent dans le cas extrême soit la hausse de la volatilité historique, par exemple dans le cas des commerces, ou la baisse de celle-ci comme dans le cas du secteur industriel, et idem en ce qui concerne les rendements, la baisse pour le commerce et la hausse pour le secteur industriel, donc sur une période de 10 ans. Et dans le cas qui nous intéresse, à savoir les bureaux, il est bien évident, même si je ne l'ai pas illustré, qu'on s'attend à une baisse des rendements et à une hausse de la volatilité dans les 2 prochaines années par rapport à tout ce qui a été dit et ce qui a été aussi présenté à Magali lorsqu'elle a parlé de révolution dans le secteur des bureaux. À droite, le graphique montre l'évolution des rendements locatifs et en capital du bureau et du résidentiel, et j'attire votre attention sur la partie plus volatile des rendements finalement en capital du secteur des bureaux et en particulier l'amplitude de la baisse en période récessive. Ce sont tout simplement les 2 points roses qui se distinguent finalement à gauche, et cette slide appelle donc, ce graphique appelle 2 remarques. Au regard du contexte macroéconomique, le fait qu'on a parlé d'années horribles pour 2020, les investisseurs institutionnels s'attendent de toute façon dans les 2 prochaines années à plus de volatilité sur les rendements en capital, mais aussi sur les rendements locatifs du secteur du bureau, notamment dans les sous-marchés les plus impactés par la crise et par le télétravail, notamment, par exemple, pour illustrer mes propos, le secteur de la défense qui en général est bien plus volatile, les grandes tours, etc. Et deuxième remarque, les investisseurs institutionnels s'attendent aussi à une plus grande dispersion des performances dans le secteur des bureaux, avec une polarisation de la performance sur les zones à forte productivité du travail notamment, et sur Paris en particulier. Donc en conclusion, pour l'investisseur institutionnel, et c'est ce que j'essaie de démontrer par ces 2 graphiques sur cette slide, on s'attend à plus de dispersion dans les écarts de performance, plus de volatilité et une polarisation de la performance, notamment sur le marché parisien. Alors on va peut-être passer aux slides suivantes rapidement. Voilà le bouleversement et les ruptures. Je pense que tu peux passer, Jean-Michel. Voilà, merci à donc cette slide présente les cours des foncières européennes, donc c'est un autre prisme, donc les Real Investment Trusts, donc qui sont les marchés cotés par grands secteurs depuis donc 2020, et cela début 2020, afin de mesurer l'impact de la crise de la Covid-19. Donc au-delà de la hiérarchie et de la résilience de secteurs, notons que l'indice des REIT européennes des foncières des bureaux reste 20% en deçà de son niveau du début 2020. Donc il y a 2 remarques qui s'imposent quand on analyse les foncières cotées européennes, notamment en termes de bureaux. Pour le secteur des bureaux, les performances des foncières sont très différenciées. Les plus résilientes en termes de cours sont celles dont le patrimoine est en centre-ville, et en général c'est un patrimoine de type très corps, avec une multiplicité de locataires. Donc paradoxalement, même s'il est concentré
géographiquement, quand on fait une analyse quantitative avec des outils particuliers, on s'aperçoit que le patrimoine, il est corps, il est effectivement dans le CBD ou dans Paris, mais il est en fait très diversifié en termes sectoriels. Et deuxième remarque, c'est que la hiérarchie sur le positionnement du secteur des bureaux par rapport aux autres secteurs, il est similaire en Europe, aux États-Unis ou en Asie. Et il est bien évident que l'impact du télétravail, tel que l'a démontré Magali, pose la question d'une baisse structurelle de la demande placée, d'une baisse de rendement et ou plus de volatilité, comme j'en ai parlé à la slide précédente, et cela partout dans le monde, en tous les cas à court terme. On va passer à la slide suivante, peut-être Jean-Michel, merci beaucoup. Donc dans le cas de la France, ça a bien été évoqué par Magali, donc je ne vais peut-être pas y passer beaucoup de temps. Pendant le premier confinement, il y a quelques travaux qui ont été publiés sur le niveau d'activité et la part des effectifs en télétravail, comme on le voit sur le graphique de droite. Donc finalement, toutes les activités de type col blanc, employés qu'à l'intermédiaire ou supérieur, quels que soient les secteurs, ont été en moyenne opérationnelle à plus de 80%. Pendant ce confinement, le niveau d'activité a aussi en regard des nouveaux modes aussi d'organisation du travail mis en place, notamment par une accélération de la digitalisation. Enfin, on peut émettre quelques réflexions sur l'impact du télétravail et les changements structurels à venir, en tant qu'investisseur institutionnel aussi par rapport à ce qu'a expliqué Magali. C'est que le télétravail a été synonyme dans la plupart des cas d'une hausse de la productivité à court terme des employés via les outils Zoom, j'y reviendrai pas, grâce à la digitalisation et les nouveaux modes d'organisation de travail. Parallèlement, on sait par les sondages que le télétravail va s'imposer comme un nouveau mode d'organisation, donc 1 à 2 jours par semaine dans ce graphique-là. J'ai vu qu'il était à 3 jours pour Magali, mais elle en a largement parlé. En revanche, il apparaît aussi aujourd'hui évident qu'à moyen et long terme, l'absence d'interaction sociale, notamment dans certains secteurs ou fonctions, peut pénaliser la productivité du travail potentiel en la ralentissant ou en la réduisant. Et au regard de ces différents éléments, on peut envisager deux effets, notamment au regard de la parenthèse enchantée évoquée par Magali et Alain tout à l'heure. C'est un effet à court terme, une baisse notable de la demande de surface, ne serait-ce que pour faire des économies à court terme. Ça... Allô, allô. 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 Oui, vous inquiétez pas, ça coupe c'est mon nouveau réseau, mais c'est pas grave, sachant que les deux premiers postes de dépenses des entreprises sont les salaires et les loyers. Il est plus rationnel pour une entreprise de baisser ses coûts locatifs que de se passer de son capital humain. Donc ça, je pense que c'est clair pour tout le monde. Un effet à plus long terme pour les entreprises, à savoir qu'on envisage une demande de surface à géométrie variable, c'est ce que j'ai noté ici en titre, pour maintenir la croissance de la productivité du capital humain, ce que j'appelle la productivité du travail, mais aussi celle du capital social et du capital culturel de l'entreprise. Et tous les travaux académiques sur le marché du travail, bon, je suis économiste de formation, donc évidemment j'ai un biais, montrent que ces trois types de capital, le capital travail, social, culturel de l'entreprise, sont les moteurs de l'innovation d'une entreprise à moyen et à long terme. Et le télétravail ne peut pas donc s'appliquer au-delà d'un certain seuil, mais on sait qu'il va s'appliquer. C'est la raison pour laquelle on parle de demande à géométrie variable avec cette notion de flexibilité dont a parlé Magali. Alors, peut-être la slide suivante qui présente des indicateurs à haute fréquence sur des trajets travail-domicile. Je vais passer rapidement. Cette slide permet de visualiser finalement les ruptures causées par le télétravail. Les déplacements au lieu professionnel, vous le voyez, restent inférieurs encore à leur moyenne enregistrée avant la crise sanitaire. On est en dessous du niveau de zéro. Et de manière plus importante, en termes de remarques, on note que l'Île-de-France est largement plus pénalisée que la France. En revanche, et c'est la raison pour laquelle j'ai mis une carte ici en zone rouge, cette carte à droite, pour expliquer qu'au sein de l'Île-de-France, il y a de grandes disparités qui sont à observer, comme le rappelle souvent Magali quand elle parle, non pas cette fois-ci, mais du marché des bureaux, c'est qu'on voit qu'il y a finalement des dynamiques locales très différenciées, mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que Paris continue d'être une force d'agglomération importante en termes de déplacement dans certains quartiers. Alors on va passer peut-être à la slide suivante. Voilà, comme je l'ai dit en introduction, d'une autre manière, l'objectif pour l'investisseur institutionnel, c'est de sécuriser des cash flows à long terme. Et l'allocation stratégique telle que je l'ai expliqué en introduction n'est jamais décorrélée de la sphère de l'économie réelle. C'est la raison pour laquelle on procède souvent à des analyses fondamentales pour tous les secteurs et notamment pour le secteur des bureaux, puisqu'on le sait que la demande placée est très corrélée, la croissance de la demande est très corrélée à la croissance de l'emploi. Alors sur le secteur des bureaux, il y a deux moteurs qui ont
été identifiés chez SLAM comme générateurs de croissance à long terme. Il y a l'innovation et l'économie bas carbone, et cela même avant la crise sanitaire. Donc ici, pour résumer, on voit bien, il y a une espèce de flash 2008, répartition de l'emploi, je crois que c'était Paris-Île-de-France, voilà, Paris-Île-de-France, en 2008 et en 2018. Et ce que cette slide démontre tout simplement, c'est qu'en fait, il y a eu un changement sectoriel de manière très importante sur des activités, sur des locataires à fort degré d'innovation et à fort degré de digitalisation. Et ça nous est paru relativement important pour identifier finalement les secteurs stratégiques sur lesquels on voulait aller stock-piquer des actifs. Et ce dont on s'était aperçu, c'est que finalement, le pôle d'agglomération, la forte polarisation de l'innovation, telle qu'elle a été mesurée en fait avant 2018, en 2017-2018, c'était quand même Paris intramuros. C'était là où il y avait eu le plus d'investissements corporate investment associé à l'innovation. Et on s'était dit à cette époque, il va falloir absolument qu'on investisse uniquement sur Paris intramuros si on veut sécuriser des cash flows à long terme. Et si jamais demain il y a un choc exogène qui arrivait sur l'économie, a priori les secteurs digitalisés seraient plus résilients que les autres. Donc voilà, on va peut-être passer à l'autre finalement moteur pour sécuriser les cash flows. C'est ce que moi j'appelle la transition climatique ou l'économie bas carbone, qui est finalement tous les actifs à dynamique vertueuse. Et je l'ai illustré par ces deux graphiques ici que je ne vais pas commencer trop longuement commenter, mais vous le voyez ici, c'est qu'il y a une espèce de surperformance de tout ce qu'on appelle investissement à impact. C'est la courbe en rose, on le voit, depuis déjà 2017. Et on avait identifié finalement ce train, nous, sur les marchés actions, et on s'était dit, le marché immobilier souvent en retard par rapport au marché actions, probablement demain, quand on va faire nos choix d'investissement, il va falloir privilégier ce type d'investissement. On va passer à la slide suivante pour illustrer mes propos peut-être. Voilà, donc première slide. Donc l'idée, c'était d'investir sur une multiplicité d'objets pour sécuriser des revenus à long terme sur la thématique de l'innovation. Comme je l'ai dit, Paris nous semble être un hub d'innovation. Du coup, on a fait une acquisition d'une partie de la foncière Téréis dans le quartier central des affaires. Donc, c'est un portefeuille de bureaux prime auprès de cette foncière Téréis. Cette opération a porté sur 28 immeubles. Bon, j'en ai mis que quelques-uns ici. Qui était valorisé à l'époque à 1,7 milliard d'euros. Et ces immeubles sont, comme vous le voyez, de style très haussmannien. Ils sont localisés dans des très beaux arrondissements. Et je veux insister sur le fait que les locataires ont un profil très diversifié qui allait de l'industrie du luxe à celui des nouvelles technologies, mais beaucoup en fait de nos locataires sont au cœur de la digitalisation, qu'elle soit associée aux énergies renouvelables, cette digitalisation, au secteur de la finance, de la publicité, des télécommunications, au du luxe, mais tous les locataires sont dans le domaine du digital au sens large. Et donc votre temps est écoulé, Béatrice. Bon, alors j'arrête, deuxième slide. Voilà. Et de manière orthogonale, on a investi sur un objet radicalement différent qui est finalement différent que l'investissement précédent, où là, il s'agit finalement d'investir sur un objet unique avec un locataire unique comparativement à l'objet précédent. C'est l'acquisition du futur siège d'Engie, donc une entreprise française qui est leader des fournisseurs d'énergie renouvelable en Europe. Il s'agit d'un complexe de 4 bâtiments zéro carbone, un total de moins de 100 000 m². Ce siège est dans un secteur technologique. Encore une fois, ce n'est pas Paris, mais il est dans un cluster que nous, on a identifié, que vous pouvez voir sur la carte ici, comme un hub innovant, dans un bassin d'innovation, et il coche toutes les cases pour sécuriser des revenus à long terme et notamment des baux à très long terme sur chacun des bâtiments. Entre guillemets, c'est un moyen pour l'investisseur institutionnel de sécuriser des performances sur le secteur des bureaux. J'en ai terminé. Je note, Béatrice, que l'arrêt suisse consiste à se laisser glisser sur sa lancée. Voilà. Bien. Merci en tout cas pour vos analyses et mes amitiés à Christiane Kerangal quand vous le verrez.